tu es née, où tout a commencé, voilà. Alors, je suis née à Champigny-sur-Marne, à Paris, donc plutôt Île-de-France. Et tout a commencé là-bas, donc j'ai vécu de 0 à 7 ans, tu vois. Donc en école, dans 2 écoles différentes. Et mes parents, ils étaient sur Paris aussi, ils travaillaient, ils avaient un business d'achat-revente et réparation d'ordinateurs. Okay. Et de tout ce qui est électronique. Donc voilà, j'ai vécu une enfance... pas incroyable à ce moment-là, socialement parlant, parce que, comme je te l'avais dit, j'ai été victime de racisme par une professeure. Et ensuite, j'ai vécu d'autres trucs, mais pas très cool. Bref, ouais. Okay. On occupe. Du harcèlement, oui, et d'autres trucs. Donc voilà. Ok. Du coup, tu as répondu à la prochaine qui est quel genre d'enfance tu as eu. Ouais. Tu as répondu à comment tu as vécu l'école. On est efficace. Exactement. Ici. Et tu as même répondu, ça du coup c'est par déduction, est-ce que tu as lancé un petit business pendant tes études? Mais du coup... J'en ai dit un petit peu. Ouais. Première chose, j'ai lancé c'est deuxième chose. J'ai créé des vidéos YouTube, comme je t'avais dit, une chaîne YouTube. J'ai créé plus de 150 vidéos dans le domaine de la cuisine et un peu genre lifestyle, conseils beauté et tout, quand j'avais, 12-13 ans. Et tu faisais le montage toute seule? Le montage sur iMovie, mais avant c'était un truc, des trucs où tu vois les gros filtres, tu vois, les filigrammes qui restent sur la vidéo. Bon, bref, c'était moche. Et après iMovie. Je faisais montage, tournage, c'était des trucs de ouf, il y avait des trucs où en gros je faisais par exemple une vidéo sur les élèves dans ta classe, on mettra une capture si tu veux, et en gros il y a moi d'un côté et il y a moi de l'autre, et donc le tournage ça me prenait une journée parce qu'en gros il y avait moi et je me parlais et tout. Et en plus j'ai relancé ça sur Insta il y a pas longtemps parce que moi c'est un truc qui me faisait mais genre vraiment gaulerie, et là c'est genre franchement ça a bien marché. Moi j'avais l'impression que tout le monde se foutait de ma gueule quand je faisais ça, et en fait ça marche trop bien. Donc non, franchement j'avais lancé ce genre de concept, donc première chose. Et deuxième chose, j'ai lancé, en gros je faisais des tableaux pour un peu décorer chez moi et tout, enfin bref je peignais quoi. Okay. Et en fait les gens au fur et à mesure du temps, quand ils passaient chez moi, ils disaient « Ah moi aussi j'aimerais bien un tableau ». Du coup je faisais des tableaux, et au bout d'un moment dans ma famille, ils voulaient acheter des tableaux, tu vois, genre, ils voulaient commander en fait des tableaux d'une certaine sorte, de telle couleur, et choisir les trucs. Et donc j'ai dû vendre, tu vois, des tableaux, je peux faire 100 balles, 50, 100 balles, tu vois, juste pour être rentable. Parce que moi c'était ça au début, pour moi c'est ça le business. Voilà, moi ça a toujours été ça le business. Donc ça a été toujours rentrer juste dans les frais, mon temps, mon expérience, je recalcule rien, tu vois. Ça a été beaucoup dans ça. Donc pour les 2 petits business entre guillemets. Ok, trop bien. Mais du coup ça montre quand même que voilà tu... Ouais, je voulais faire des choses, Ouais voilà, t'as testé plein de choses, t'as fait plein de choses, donc c'est génial. Avec combien d'argent du coup tu as créé ta première boîte? Alors pour tout ce qui était mon livre, il faut savoir que mon livre, pour l'écriture, l'édition, j'ai rien payé, c'était de l'auto-édition. Et j'ai fait vraiment moi-même, ça m'a pris énormément de temps et énormément d'erreurs, et j'ai dû refaire. Donc je déconseille vraiment de faire des trucs où tu investis zéro, mais au début c'est ça. Et ensuite j'ai payé un contrat en maison d'édition à compte d'auteur, et là ça a été une petite erreur parce que en fait les maisons à compte d'auteur c'est pas des bonnes maisons d'édition entre guillemets. T'as des maisons d'édition c'est plus des arnaques comme celle à laquelle j'ai payé, et d'autres où c'est pas des arnaques, où ils sélectionnent les manuscrits et ils se rémunèrent sur les pourcentages des ventes, tu vois. Alors que là ils te demandent de payer, et en plus ils se rémunèrent pour ton livre, tu vois, donc bref. Mais moi je savais pas, et tu vois j'ai reçu le contrat, j'étais trop contente, je disais à mes parents c'est 2000 €, j'ai beaucoup d'épargne, vas-y je mets 2000 €, voilà. Donc ça c'était pour mon livre je dirais, mais en soi tu vois il y a juste des livres où j'ai acheté, ensuite je les ai revendus, et de toute façon ça s'est rentabilisé, donc voilà. Et donc ça c'est l'argent pour mon livre, mais je le mentionne pas souvent, c'est plus un cadeau, tu vois. Et pour ma boîte, j'ai commencé avec 0 €. Et en fait j'ai rencontré un mec qui s'appelle Mathis Pulpo, et qui fait de l'accompagnement business. Donc j'ai rencontré en fait au moment où j'ai créé tout mon programme. Donc j'avais créé au début une formation en ligne pour l'écriture et l'édition de livres, un truc que je voulais vendre à une personne dans ma life au moins, 200 ou 300 balles, tu vois, la formation. Moi si c'était ça, c'était ok.
Lui, quand j'ai commencé à le voir, il m'a dit ouais, vas-y Mélie, avec ton business, en 3 mois, on fait 15-20 000 euros. Je fais quoi? Ah bon? Genre ça fait sauter toutes mes croyances et je fais mais c'est pas possible, tu vois. Et du coup il me dit ça et tout, et je lui dis c'est combien, machin. Et du coup son programme c'était 3 000 euros hors taxe, donc j'ai payé en crypto. Voilà, je faisais de la crypto à ce moment-là, j'investissais des trucs, machin. Et donc j'ai payé 3 000 en crypto, mais pour moi c'est même pas de l'argent, c'est de l'argent que j'ai gagné en crypto, enfin bref. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé avec vraiment pas grand chose, mais ça m'a permis de me lancer parce que grâce à ce programme, Update, j'ai fait 17 000 euros en 4 mois. Donc voilà. Okay, ouais. Oui, donc ça m'a rentabilisé tout, et au premier mois, tu vois, j'ai fait 3 000 euros. J'aurais jamais pensé gagner ça en premier business, tu vois, et enfin même dans ma vie, tu vois, en 3 000 euros un mois, waouh, tu vois, je pensais qu'il fallait que j'ai 30 ans pour gagner ça, tu vois, et non. Et du coup en fait j'ai carrément rentabilisé l'investissement que j'avais fait, et en plus je l'avais en argent perso, il était plus en crypto, donc c'était encore mieux. Donc voilà, le seul argent que j'ai mis pour me lancer, et après j'ai investi tout ce que je gagnais pour créer la boîte, pour payer des prestations, tout ça. Oui, tu te verses, enfin peut-être qu'aujourd'hui tu te verses un salaire, mais... je verse à la fin de l'année, tu vois, quand je vois ce qui reste et tout, je fais les comptes et je me verse, ou quand j'ai besoin, tu vois, je me verse, mais sinon je fais pas plus gaffe que ça. Ok, Donc voilà. Ok. Prochaine question. Ouais. Comment tu accompagnes tes clients? Alors on les accompagne du début de l'idée du livre jusqu'à que le livre il soit dans leurs mains. Donc on commence par un livre. Donc imaginons un mec veut écrire un livre sur les voitures. Ok, les voitures, tu veux écrire quoi sur la voiture? Ok, comment créer une voiture de A à Z? Ok, parfait. Donc on fait le plan du livre, ça dure 1h30. On va décrypter tout ce qu'il faut pour une voiture, pour la construire, toute l'idée du livre. Ensuite, l'auteur va écrire, nous on va le relire au fur et à mesure du temps. Donc tout est en drive. Il écrit, on le relit sur le fond, la forme du texte, on lui dit si c'est cohérent, pas cohérent, si là ça va pas, s'il y a des mots parasites, on fait tout. Donc ça se passe pendant plusieurs semaines, donc je dirais à peu près 2-3 mois. Et après, il va pouvoir reprendre tous les commentaires, les valider, et on obtient la version finale du texte. Et à la suite de ça, ce qui se passe, c'est qu'on voit pour l'édition. Donc soit on fait l'édition du livre en maison d'édition, soit les bonnes maisons d'édition, soit on le fait en auto-édition, et donc du coup le livre sort de manière plus indépendante. Donc on fait les deux formats, et donc soit on c'est quoi passe... ça, au désir de la personne qui veut sortir? C'est par rapport en termes de stratégie, donc il y a des personnes qui vont avoir des stratégies où ils veulent faire plein d'argent avec le livre, donc ça va être auto-édition parce que tu gagnes plus. Il y en a, ils vont avoir une stratégie plus média, influence, c'est être plus maison d'édition, mais encore c'est des maisons plus physiques. Il y en a, ils ont rêvé toute leur vie d'être chez Erol, on va aller chercher Erol, tu vois. Ouais. Donc c'est plus par rapport aux besoins de l'auteur, à la stratégie qu'il a derrière. Les deux méthodes sont très bien, moi j'ai utilisé les deux. Et on utilise en moyenne les deux pour les clients, tu vois, ça fait à peu près moite-moite. Donc en soi, on fait les deux, et c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite on fait le lancement du livre, donc la personne elle peut en parler sur ses réseaux sociaux, faire tout ça. Et si je peux et qu'on est proche, on s'organise pour faire une interview en physique avec la personne, ou il y en a des fois ils font des conférences ou autre, tu vois. Okay. Donc voilà comment on les accompagne de A à Z, à savoir que aussi, des fois il y a des personnes qui ont déjà écrit leur livre, donc on fait juste une relecture complète du livre et l'édition, c'est quand même un gros truc, tu vois. Et ou sinon, il y en a des fois qui veulent pas écrire, du coup on écrit tout. Mais là c'est plus des personnalités publiques, des entrepreneurs qui ont 5-10 ans dans le domaine, des maisons d'édition aussi avec qui je bosse pour qui on écrit, tu vois. Donc c'est plus une autre qualité de client, entre guillemets. C'est plus du haut de gamme, donc voilà. Ok. Et justement, parce que c'était intéressant, parce que tu nous as, tu m'as dit que tu avais peu confiance en toi, adolescence, etc. Ouais. Et ton premier livre à 16 ans, oui, il parle de quoi? La confiance. Voilà. Je l'ai là, on va le montrer d'ailleurs. Et du coup, voilà, comment tu as fait pour écrire ce livre? Combien de temps ça t'a pris? Et pourquoi ce sujet aussi sur ça. D'ailleurs, petit update, la couverture, elle a été prise en photo juste ici. En fait, c'est là-bas, tu vois, entre les deux arbres ici. Et je l'avais pris de l'île qui est là, tu vois. Ouais. Et donc c'est là entre les deux arbres.
Et elle n'est pas retouchée, tu vois, genre les couleurs c'était comme ça. Donc c'est assez fou. Et donc un livre sur la confiance parce que c'est le mot qui revenait souvent dans les livres de développement personnel quand j'ai commencé à lire tout ça. Et je ne savais pas trop ce que c'était tabou pour moi. Et pourtant les gens m'avaient dit oui t'as confiance en toi, j'en sais rien, moi je sais pas ce que c'est. Et donc j'avais commencé à me dire, bon, si moi je veux en savoir plus sur la confiance, qu'est-ce que je dois savoir, ceci, cela, j'avais commencé à faire mon plan. Et ensuite j'avais commencé à me laisser guider, à me dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Et j'avais étudié le sujet comme ça. Et parce que j'avais mangé beaucoup de livres de développement personnel avant. Et du coup j'ai écrit un livre comme ça sur la confiance, en 10 jours. Donc voilà, on peut même montrer un petit peu l'intérieur si tu veux. Tu vois en gros, il n'y a pas tant de mots que ça, parce que je voulais faire un truc facile à lire et accessible à tout le monde, parce que du coup c'est... un peu pour tout le monde de toute façon le sujet. Non mais pour tout le monde, mais le truc c'est que moi j'aimais pas lire de base, et donc du coup je voulais faire un truc que tout le monde pouvait lire, même si t'aimais pas lire, et qui se lit en genre 1h30 quoi. Ok. Voilà. Prochaine question, parce que c'est 54. C'est quoi ta journée type de travail en tant que chef d'entreprise, en tant que... Oula, ma journée type, je dirais que en gros je me lève vers 8h. Entre 7h30 et 9h, je dirais. Ça dépend des fois, ça dépend si je bosse tard le soir, ou ça dépend, des fois je peux me lever à 5h30 du matin, tu vois, je suis à fond. Donc ça dépend, mais souvent je suis autour de 8h, donc je me lève, je me prépare, après je gère plusieurs choses. Souvent c'est des grosses tâches en premier, le matin je gère toujours les grosses tâches, ou alors si j'ai des calls équipe, c'est le matin. Si j'ai des stagiaires, si j'ai des personnes, des prestats que je dois avoir, c'est toujours le matin. Ou client important, ça passe le matin. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Fin de matinée, souvent c'est si j'ai un truc en déplacement à faire, je le case toujours là. Donc un rendez-vous à l'extérieur, ou un aller-retour où je dois aller à tel endroit déposer un truc, ça va être à ce moment-là. Le midi, bon, je mange comme tout le monde, ou alors des fois je suis dans mon truc, je gère des urgences, donc je les gère et je mange à 16h, tu vois. Donc souvent c'est ça. Et l'après-midi, parce que moi je m'endors souvent, enfin tu vois, t'es fatiguée de la matinée, et bien je mets mes calls, comme ça je ne m'endors pas. Donc là les après-midi sont toujours hard, tu vois, de 14h jusqu'à 17h, je suis souvent en call, donc souvent j'en ai 2-3, ou alors des fois j'en ai pas, et donc je fais des tâches beaucoup plus en focus, tu vois. Et donc voilà, et donc je peux gérer de l'immobilier si j'ai des choses à gérer, je peux gérer tout ce qui est mode, je peux gérer les lits, je peux faire des corrections en termes de tâches, ça va être toujours ça. Et le soir, souvent fin de journée, je vais plus au sport, parce que je sais que j'ai plus de call après, donc t'as plus besoin d'être présentable, tu vois. Donc je vais au sport. Et après, je mange souvent après, avant ça dépend, tu vois, comment s'est passée ma journée. Et après le soir, je vais plus faire tout ce qui est création de contenu, si j'ai des trucs à poster à ce moment-là, toutes les tâches plus superficielles, c'est-à-dire les mails, les conversations à gérer et tout ça. Genre je fais vraiment un tri à fond. Et après je coupe, je dirais, souvent j'appelle mes potes aussi le soir, genre vraiment potes au hasard tout le temps. Et après je coupe, je dirais vers 22-23h et je dors. Donc voilà, après il faut savoir que beaucoup de journées sont aussi en déplacement, donc tu vois il y a aussi des trucs de transport, des trucs comme ça. Et donc souvent je fais en sorte d'arriver à l'endroit où je dois aller plus tôt et repartir plus tard pour en fait faire un max de trucs sur place, et je calme mes rendez-vous en déplacement, et en plus je me pose, et dans les pauses justement je fais le travail, les tâches que j'aurais dû faire, etc. Pour éviter de me dire je pars que pour faire le déplacement, et au final ton déplacement il prend 5 heures parce que tu dois aller à Paris ou je sais pas dans quelle ville. Je préfère partir, tu vois, à la journée très tôt et revenir très tard pour caler en fait tout ce que j'ai à faire dans la journée et faire une journée plus normale que d'avoir des déplacements en plein milieu de la journée, tu vois. Donc voilà comment ça se passe dans ma semaine. Et dans la semaine, je fais 1 à 2 journées sans call. Donc je prends aucun appel, sauf mes potes ou des proches, mais pas d'appel business, pas d'appel client, rien. Donc ça c'est vraiment le truc qui m'a permis de couper là depuis 6 mois, je dirais,
parce que sinon tu t'arrêtes jamais. Ok, parce qu'au début je faisais pas de jours de repos, le dimanche je mettais vraiment beaucoup de call en plus, je faisais en plus exprès tu vois d'avoir encore plus de call. En fait là cette année je coupe et souvent c'est samedi ou dimanche je prends pas de call et comme ça aide beaucoup d'avoir une journée pas de repos mais tu t'organises comme tu veux et tu peux finir certaines tâches de manière beaucoup plus concentrée quoi. Ok. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour écrire un bon livre? 3 conseils. Première chose, trouver un sujet qui te correspond, qui parle à ta cible et qui justement est amené sous un certain angle qui fait que c'est assez innovant, tu vois. C'est assez... c'est différent pour trouver un livre vraiment qui change de ce qu'on peut trouver sur le marché et ça évite d'être bateau. Donc vraiment trouver un bon sujet qui te correspond parce que sinon tu peux l'écrire, qui correspond à la cible, à la demande et qui a un bon angle. Deuxième conseil pour écrire un bon livre, c'est de toujours intégrer la cible. Quand tu écris un livre, tu ne le fais pas pour toi. Donc tu parles vraiment à l'auditoire, tu lui apportes des choses. Et troisième conseil, ça va revenir sur le deuxième, mais je dirais c'est de écrire en pensant que la personne va être 4 heures sur ton livre. Donc tu la baratines pas, tu lui donnes l'essentiel, tu lui donnes un max de valeur, c'est hyper important parce que la personne sinon elle va jamais retenir ton livre, tu vois. Le livre c'est toujours une source d'information, c'est pas un divertissement, tu vois. Sauf si c'est une BD et c'est ok. Mais si c'est vraiment un manuel, tu vois, un truc où t'apprends des choses, etc., faut qu'il y ait de la valeur dedans. Donc hyper important en fait. Faut pas faire des trucs genre style marketing, vite fait, petit produit d'appel et tout. Non, faut faire vraiment un bon truc pour que le livre ait de la valeur aux yeux de ton audience. Ok. Est-ce que tu as une anecdote, un petit peu drôle à nous raconter, notamment je pense à celle que tu m'as racontée dans la voiture tout à l'heure. Qu'est-ce que je raconte? Bah du coup une autre. Une drôle? Ouais, une anecdote sur quoi? drôle, peu importe peu importe l'activité, mais liée au professionnel, au business. Ouais, une anecdote drôle. Ça m'est déjà arrivé. Bon ça va être évident, mais ça m'est déjà arrivé que les gens prennent rendez-vous avec moi pour écrire un livre et tout, sauf que le mec veut juste me gérer. Donc ça m'arrive très souvent et il y en a des fois, après c'était, je me souviens c'était mon assistante qui faisait des relances par mail et tout et j'ai reçu des mails de personnes en mode non en fait je m'en fous d'écrire un livre mais moi je voulais juste parler avec lui. Donc voilà, et il y en a souvent qui font des approches comme ça un peu débiles, mais ça marche pas. Voilà. Donc ça c'est des anecdotes drôles je dirais. Après j'en ai pas plus que ça. Je sais plus ce que je t'ai raconté. C'était intéressant. Non, c'était par rapport justement à des stagiaires ou oui. Il y a eu des fois des faux pas, je dirais, où il y a des prestats, des collabs où au début tu le sens et tu te dis ouais pourquoi pas et finalement ça s'arrête et donc ça m'est arrivé de renvoyer des gens en l'espace de 24 heures, tu vois, de faire des mauvais recrutements, de tout ça et voilà ouais. Okay. Est-ce que tout le monde peut écrire un livre? Je dirais que tout le monde pourrait avoir les capacités si tu te formes, si tout ça. Et si tu le veux aussi, si ça te plaît, dans les faits, en théorie, en pratique, ça se fait, tu vois. Même si certains peuvent être, tu vois, dyslexiques ou avoir des problèmes de concentration ou autre, ça se fait. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est important de se dire que quand tu écris un livre, tu sers la culture, tu sers le savoir, et si t'as pas la bonne intention derrière, en fait, pour moi, tu peux pas l'écrire, tu vois. C'est pas parce que ça ne va pas marcher, mais c'est que c'est pas la loi, tu vois. Le but, c'est que tu fasses un livre qui plaise aux autres, que tu sois utile, que tu transmettes des choses. Donc fais-le avec la bonne intention, sinon ça vaut pas le coup de le faire, tu vois. Carrément. Comment tu penses que le métier juste d'auteur sera dans 50 ans? Dans 50 ans? Ouais. Et de toute façon, pour moi, il va y avoir l'IA, c'est sûr, tu vas à moitié, etc. Et je pense que ce sera totalement différent. Tu vois, il peut y avoir, ça pourrait être des auteurs totalement digitaux, on aura peut-être plus les livres en papier ou très peu, ou alors les auteurs
les plus reçus, tu vois, ceux qui restent dans le papier seront les auteurs qui se sont déjà fait un nom depuis des dizaines d'années avant. Donc pour moi c'est ça, mais le métier d'auteur va beaucoup changer parce que les outils par lesquels on communique le savoir changent énormément, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai même pris récemment la décision dans mon business de continuer ce que je fais parce que je sais qu'il y a des livres à écrire, mais étant donné que c'est pas un besoin direct de la population, c'est plus, tu vois, un rêve, quelque chose comme ça, comme un saut en parachute ou quoi, en fait je peux pas baser un business sur ça, sachant que il y a l'IA qui va rattraper beaucoup de choses, même si je vais me réformer avec l'IA, il n'y a pas de souci avec ça, mais en soi à très long terme, tu vois, ça va être chaud de perdurer dans un domaine qui va totalement se réformer, mais ça peut être super bien, tu vois aussi, mais à voir, parce qu'en ce moment, et ça a toujours été, les niches qui marchent le plus, c'est l'économie, relationship et la santé. Donc moi je suis pas dans tout ça. Je pourrais tourner le livre pour ça, mais je trouve que le livre c'est plus un bonus pour les gens. Donc ouais, mais j'ai beaucoup réfléchi aussi à la question de l'avenir de mon business avec tout ça, etc. Et voilà, et ça veut pas dire que je veux pas continuer, je veux continuer, mais il va falloir que je me plie au marché, quoi. Voilà. Ok, il y avait un autre point et je pense que ce sera la dernière question de cette deuxième partie. Yes. J'ai vu qu'un blog du coup, qui a été fait sur WordPress. Ah, il y a longtemps. Et justement. Il y a longtemps, il a retrouvé des trucs. Et justement. Qu'est-ce que j'avais noté dessus sur ce truc? Alors déjà, justement, ça me rassure déjà si tu me dis que c'est il y a longtemps, parce que je me suis dit, aujourd'hui on a tellement des outils faciles pour faire des sites web, que je me suis dit, putain c'est dommage qu'elle ait un... C'était sur WordPress, il y a longtemps, moi j'avais fait un blog pour mon livre de base. Après je suis toujours sur WordPress pour le site internet qu'on a, mais c'est le site vitrine, et après toutes les pages sont sur des SaaS où il va y avoir des pages de vente, des pages de tunnels, tout ça. Mais ouais. C'était quoi ta question en particulier avec ça? Du coup c'était si c'était ta deuxième page vitrine, parce que du coup j'ai regardé ton... Non, moi c'est vraiment mon Insta. Ouais. Les gens viennent vers moi pour le Insta. Okay. C'est que ça. Moi en particulier c'est Insta. Après il y a les autres réseaux sociaux et après il y a la recommandation. Ouais. Je dirais. Ok. Les gens que je vois aussi en physique, tout ça, mais... justement c'est... mais facilement, tu vas... Facilement si tu commences à avoir pas mal de gens dans l'entrepreneuriat, ils vont facilement me reconnaître parce qu'ils se disent ouais c'est la nana, elle a 16 ans, elle écrit des livres, tu vois, en fait. Et du coup je suis hyper reconnaissable et les gens me connaissent. Encore, je rencontrais des entrepreneurs cette semaine, ils me connaissaient, moi j'avais pas le souvenir, je suis pas physionomiste, mais du coup ouais, souvent les gens me reconnaissent. Encore, je sais pas quand, cette semaine on m'a reconnu plusieurs fois moi, et donc ça, je me suis fait un peu un nom, donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est plus par les réseaux sociaux et après aussi en physique que ça marche bien. Ok. Voilà. Et justement par rapport à la prospection, comment tu nous parlais de recommandations, les gens ils viennent directement à toi? Ah, comment je trouve des gens? Ouais. Moi je trouve principalement des gens en organique, mais l'année dernière j'ai fait aussi de la pub et des webinaires. Donc c'est plutôt comme ça que je trouve les clients avec lesquels je bosse. Mais en fait du coup j'ai commencé un petit peu la prospection quand je me suis lancée. Après c'était de l'organique. Je faisais des webinaires en organique. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens, tout ça, les gens je les renvoyais sur un webinaire que je faisais en organique toutes les semaines. Après j'ai passé en pub et du coup maintenant j'ai une bonne liste mail, des groupes, des machins, et du coup j'exploite ça en organique avant de repasser en pub. Donc c'est un peu des deux, mais j'exploite surtout la data qu'on a déjà, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Hugo. Ces deux parties, pardon. Avec plaisir. Et le problème, c'est qu'il y en a une troisième.